Alors bonjour à tous. Incroyable ce grand maître ukrainien, Vitaly Sivouk. Vous savez, en ce moment, je fais un récap chaque jour sur le tournoi des maîtres du Festival international d'échecs de la Plagne. Et je n'avais pas forcément choisi de suivre le grand maître ukrainien, mais il s'est imposé à moi. Il s'est imposé à moi par la qualité de ses parties, par sa compréhension positionnelle et ses connaissances théoriques. Dans la première partie, il a joué une très instructive ouverture italienne, partie italienne. Alors si vous n'avez pas vu cette partie, je vous conseille de cliquer sur le lien ci-dessus parce que on a pu voir différents plans, autant avec les blancs qu'avec les noirs, que l'on peut retrouver dans cette ouverture italienne. À la ronde 2, il avait les noirs, il va jouer une défense sicilienne, qui va assez vite se retrouver dans une variante dragon. Une partie intéressante également où on voit différentes manœuvres que l'on peut retrouver dans cette variante dragon. Alors vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus si vous voulez la voir. Et à la ronde 3, il retrouve les blancs, il va nous jouer une masterclass positionnelle sur la partie catalane, sur l'ouverture catalane. Alors je vous invite à suivre cette partie. Il a donc les blancs, il commence par le coup D4, et il est opposé au maître indien Rautela Saksham. Et vous savez, les grands maîtres n'aiment pas trop jouer contre les maîtres internationaux indiens, parce qu'ils sont souvent sous-classés et très dangereux. Donc D4 est joué. Bon, le maître indien va répondre cavalier F6. Il contrôle la case E4 et il empêche que les blancs constituent le duo central. Alors, le grand maître ukrainien joue C4. C'est typique, bien sûr. Si on veut jouer cavalier C3 pour appuyer la poussée E4, on est contrarié par la poussée D5. Parce que le pion, le cavalier, peut-être le fou, viendront contrôler cette case en E4. C'est pourquoi il est assez habituel de jouer C4 avant de jouer cavalier C3. Comme ça, le pion C4 peut lutter pour le contrôle de la case D5. Et si un pion noir vient en D5, on peut l'éliminer. Par exemple, si les noirs jouent D5 immédiatement, on peut l'éliminer. Et après la reprise du cavalier, le pion E4 pourra facilement venir conquérir le centre. Et si c'est la dame qui reprend, eh bien, on repoussera la dame par la sortie du cavalier et la poussée E4 sera également très rapide à arriver. Donc, C4 est joué et on a envie de jouer l'enchaînement ensuite cavalier C3 puis E4. Alors les noirs jouent E6. Et là, il y a deux plans pour lutter contre l'enchaînement cavalier C3 et E4. Alors dans la partie, le grand maître ukrainien a joué cavalier F3. Mais s'il avait joué cavalier C3, les noirs peuvent profiter du coup E6 pour venir clouer le cavalier en C3. Donc si maintenant on joue E4, on perdra tout simplement le pion puisque le cavalier C3 ne défendra pas. Et l'autre idée de la poussée E6, c'est qu'on pourrait jouer D5. Parce que si le pion C est capable d'éliminer le pion central, le pion E est capable de reprendre sa place et de toujours surveiller le contrôle de la case E4. Donc, après E6, les noirs peuvent jouer sur cavalier C3 autant fou B4 que D5 pour le contrôle de la case E4. Ici, Vitaly Sivouk va jouer cavalier F3. Alors bien sûr, il est possible de faire un échec, mais on peut facilement parer à cet échec, intercepté par fou D2, cavalier D2, plus rarement cavalier C3. Dans la partie, c'est D5 qui a été choisi. Comme je vous l'ai dit, si on prend D5, le pion reprend. Eh bien, Vitaly Sivouk qui va jouer ici G3. C'est le coup constitutif de la partie catalane. Qu'est-ce que c'est que la partie catalane? C'est l'association des pions C4 et D4 et de la mise en fianchetto du fou en G2. Ainsi, les pions C4 et D4 vont avoir un certain contrôle de l'espace, également de l'espace central. Quant au fou G2, il va se placer sur la grande diagonale et parfois gêner le développement de la sortie des pièces noires à l'aile dame. Alors bien sûr, quand on joue G3, on n'a pas défendu le pion C4 et les noirs peuvent prendre en C4. Mais en réalité, si les noirs prennent en C4, le pion C4 est assez facile à récupérer. On peut le récupérer assez rapidement par dame A4 échec d'ailleurs, qui fait attaque le roi et qui attaque le pion. Et puis on a aussi des plans à base de simplement fou G2, on continue le développement, et viendra des coups comme cavalier E5 où le cavalier attaquera le pion C4 en dévoilant la puissance du fou sur la grande diagonale blanche. Donc après G3, le maître indien n'a pas pris en C4. Enfin, pas tout de suite. Il a d'abord joué fou E7. Bon, un coup tout en retenue, il cherche un développement rapide et sans encombre, sans embûche. Fou G2, petit roc, petit roc. Et là, la prise en C4. Alors, pourquoi les noirs ont pris en C4? Vous allez comprendre. Maintenant, il faut quand même que les blancs cherchent à récupérer le pion C4. Et ils vont jouer dame C2 pour l'attaquer. Et là, les noirs vont jouer A6. C'est très intéressant ce qui se passe. Vous savez, la structure de pion a l'air plus intéressante pour les blancs. Il y a un pion au centre. En plus, c'est pas facile de développer les pièces noires de l'aile dame parce qu'on a toujours peur de l'influence du fou G2 qui pour l'instant est masqué, mais le cavalier F3 peut à tout moment dévoiler l'attaque du fou. Donc, le coup A6 va permettre en fait de contrer le fou G2 par la mise du fou C8 en B7. En effet, si les blancs prennent en C4, c'est pas ce qu'a fait Vitaly Sivouk, on verra après, mais si les blancs prennent en C4,
Les noirs vont se servir de la dame en C4 pour jouer B5, attaquer la dame et permettre le coup fou B7. Avec gain de temps, parce que dès que la dame doit bouger bien sûr, alors elle peut aller en C2, et hop, fou B7, et le fou B7 vient contrer le fou G2. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de poursuivre un peu la variante, même si c'est pas ce qui a été joué dans la partie, parce que c'est une variante assez théorique, assez intéressante pour la compréhension de cette position. Les blancs, ils ont un pion central en D4, et ils ont une colonne semi-ouverte avec un pion arriéré C7 chez les noirs. Donc le pion D4, lui, c'est plutôt une force pour les blancs. Il est protégé, il peut être facilement protégé même encore par le pion en E3, alors que le pion C7, il ne peut pas être défendu par un autre pion, il est en arrière de la structure de pion, la colonne semi-ouverte est plus longue, c'est une faiblesse. Et donc l'enjeu pour les noirs sera d'arriver à imposer l'échange du pion C7 contre le pion D4 par la poussée C5. Alors ils ne peuvent pas le faire tout de suite parce que les blancs doublent le contrôle. Et donc, dans cette variante que je vais vous montrer, une courte variante pour comprendre les enjeux de la poussée C5. Si les noirs arrivent à jouer C5 dans de bonnes conditions, ils égaliseront la position. Si les noirs n'arrivent pas à jouer C5, les blancs conserveront un avantage d'espace et une structure de pion meilleure. Alors, souvent, les blancs continuent par fou D2. Fou E4 peut être joué, le cavalier protège le fou, attaque la dame. On essaye que la dame quitte le contrôle de la case C5 pour pouvoir jouer C5. Mais la dame, elle peut venir en C1. Donc d'où l'intérêt d'avoir joué fou D2, de libérer la case C1 pour la dame également. Et donc toujours le contrôle de la case C5. Les noirs peuvent jouer cavalier BD7. Et là on se dit que C5 va arriver, parce que le cavalier et le fou vont se servir d'appui à la poussée C5. Et le fou en D2 part en A5 pour attaquer le pion C7 non seulement, mais également le clouer, pour empêcher son départ. Alors il faut défendre le pion C7, les noirs peuvent jouer tour C8. Les blancs cavalier BD2. On pourra chercher, d'abord on attaque le fou, qui va reculer en A8. Là, la dame peut se mettre en C2 pour redonner la liaison des tours, pour libérer la case C1. Les noirs peuvent jouer dame E8 pour déclouer le pion C7 et permettre au pion C7 d'aller en C5. Et pour empêcher que le pion C7 aille en C5, on peut jouer B4 pour prendre en étau la case C5, empêcher la poussée C5. Et donc les blancs vont conserver une structure de pion meilleure. Mais le grand maître Josif Dorfman m'avait parlé de cette position. Et c'est vrai que ici, le pion C7 est définitivement arriéré. On n'arrive pas à jouer C5 comme ça. Il y a un trop beau contrôle de la case C5. Mais le prix à payer est finalement le fou A5. Parce que lui, il est un peu enfermé. Enfin, il est totalement enfermé. Et il est excentré. Il est un peu hors jeu dans la position. Donc c'est une position qui n'est pas facile à comprendre et à jouer. Donc dans la position, après A6, il faut comprendre que sur la prise en C4, il y aura le coup B5, puis fou B7, pour que le fou vienne contrer le fou G2, et après les noirs vont tout faire pour jouer C5. Et les blancs vont tout faire pour essayer d'entraver cette poussée en C5. Alors, dans la partie après A6, donc je vous ai dit, Vitaly Sevouk, le grand maître ukrainien, ne va pas rentrer dans cette variante de la prise en C4. Il va jouer A4, pour lutter contre la poussée B5, justement. Parce qu'il y aura prise, et la tour A1 mettra le malheur à la tour A8. Donc, après A4, on pourra prendre en C4 sans redouter la poussée B5. Alors, les noirs joue fou D7. On va voir que leur idée, c'est de jouer fou C6. Et ici, le grand maître ukrainien, il prend C4 maintenant. Le fou se place en C6, et le fou C6 vient contrer le fou G2. Alors on peut se dire, bah donc du coup, c'est très très bien, on a réussi à bien contrer le fou G2. Par contre, le pion C7 est resté à demeure. Ça veut dire qu'il ne vient pas en C5 taper le pion D4. Ce qui assure toujours un meilleur centre, un meilleur contrôle de l'espace central pour les blancs. Parce qu'ils ont le pion D4, un pion au centre, et que les noirs n'en ont pas. Et si les noirs ne sont pas capables de pousser C5, peut-être qu'ils tourneront leur regard vers le coup F5. Mais pour l'instant, c'est bien contrôlé également. Alors les blancs vont chercher à se développer, ils ont joué fou G5, cavalier D7, les deux joueurs se développent, cavalier C3, H6 questionne le fou G5, qui ne peut pas reculer en H4, parce que G5 va écraser le fou en fait. Donc le fou pourrait reculer sur sa diagonale, mais dans la partie, Vitaly Sevouk va choisir d'échanger en F6. Le cavalier D7 vient bien sûr prendre le relais, et là, il va y avoir le coup A5. Alors j'ai été un peu vite sur l'échange en F6, mais là, on va parler de ce qui vient de se passer. En échangeant en F6, Vitaly Sevouk a donné sa paire de fous. Le rapport matériel s'est modifié. Les noirs ont deux fous, les blancs, eux, ont deux cavaliers. Alors ça va impacter le jeu. Parce que les noirs, comme ils ont la seule possession du fou de case noire, ils vont essayer de valoriser ce fou de case noire. Ils vont essayer de combattre sur les cases noires. Et là, on comprend d'ailleurs que le coup A5, c'est fait pour empêcher que les noirs puissent jouer eux-mêmes A5 et disposer de la case B4, peut-être pour le fou,
peut-être parfois même pour le cavalier, je ne sais pas, il pourrait peut-être y avoir des cavaliers D5, des cavaliers B4, en tout cas le coup A5 permettrait de stabiliser le pion A4 et d'obtenir une case noire qui peut être utilisée par la suite. Donc avec A5, on va limiter le contrôle de la case B4 des noirs. Alors les noirs, donc je vous disais, ils ont un fou de case noire, ils vont essayer de le valoriser, mais c'est pas si facile d'y arriver. Il faudrait que le fou puisse avoir des diagonales intéressantes. Or, pour l'instant, ils n'en ont pas à cause du verrou du pion D4. Le pion D4 empêche les noirs d'utiliser avec leur fou cette diagonale-là ou cette diagonale-là. Ils buteront toujours sur ce pion central D4. Alors il faudrait peut-être chercher à détruire par la poussée C5 ou par la poussée E5. Mais c'est pas facile parce que les blancs vont chercher à avoir un bon contrôle de ces deux cases. Vous voyez, il y a déjà un double contrôle ici et un double contrôle ici. Alors, en compensation du fou de case noire, les blancs, eux, ont une pièce de plus pour essayer de jouer sur les cases blanches. Parce qu'ils ont deux cavaliers. Les cavaliers, ça peut combattre autant sur les cases noires que sur les cases blanches, alors que le fou de case noire ne peut pas combattre sur les cases blanches. Donc les blancs vont, eux, chercher à engager un combat sur cases blanches. Et on va voir que ça ne va pas être facile non plus. Parce que les deux joueurs vont correctement se défendre sur leur couleur faible. Voyons un peu la suite de la partie. Il y a eu fou D5 de jouer. Alors, attaque la dame, libère le pion C7. Alors si on fait cavalier prend fou, ça n'a pas été joué dans la partie, mais les noirs peuvent reprendre du pion, ici en D5. Et plus tard, ils pourront jouer un coup comme C6. On aura une position de fou de couleur opposée, fou de case noire contre fou de case blanche, mais cette chaîne de pions B7, C6, D5 entravera toutes les possibilités offensives du fou de case blanche. Donc, après fou D5, ça ne plaît pas au grand maître ukrainien de prendre le fou. Il va choisir d'aller en D3. Bon. Et là, le fou va décider de prendre le cavalier. Il faut comprendre qu'en D3, la dame peut appuyer la poussée E4 pour constituer un fort centre de pion quand même. Donc là, dans la position, il y a eu fou prend cavalier. Et là, c'est très intéressant parce que quand le maître indien a joué fou D5, il a finalement proposé l'échange du cavalier contre le fou de case blanche pour modifier, pour amplifier le contrôle, le déséquilibre des contrôles de couleurs. Et Vitaly Sevouk a décliné, il a joué dame D3. Et finalement, le maître indien a dit si, on va amplifier le contrôle des couleurs. Et il va faire fou prend cavalier. Il va amplifier le déséquilibre du contrôle des couleurs. Je m'explique, après fou prend F3, on est en présence maintenant de fou de couleur opposée. Donc c'est un combat hyper tranchant, où les noirs ont une pièce de plus pour jouer sur case noire, et les blancs ont une pièce de plus pour jouer sur case blanche. Et bien sûr, le fou, on voit sa diagonale, mais la diagonale va tout de suite être entravée par C6. Et c'est ce qu'avait prévu le maître indien, de construire une chaîne de pions très solide sur les cases blanches pour que le fou ne puisse pas s'exprimer. Bon, les blancs vont essayer de faire la même chose pour lutter contre le fou de case noire. Et ça va être intéressant de voir qui va réussir à faire passer ses idées. Dame C4 a été joué par le grand maître ukrainien, fou D6, tour FD1, on crée un vis-à-vis dame tour, c'est toujours désagréable, il vaut mieux se retirer de ce vis-à-vis, même s'il y a des pièces qui séparent, parce que ça va gêner les noirs. Par exemple, si les noirs veulent à un moment donné jouer 5 pour attaquer le centre, on pourra prendre, et le fou ne pourra pas prendre parce qu'il y aura la dame en l'air. Donc il faut que la dame se retire de ce vis-à-vis. Donc elle est venue en E7. Regardez comment les noirs placent leur fou et leur dame, prêts à jouer les poussées E5 et C5, pour attaquer le centre blanc. Alors c'est certainement la poussée E5 qui sera recherchée d'ailleurs, parce que la poussée C5 a l'inconvénient d'ouvrir la diagonale du fou de case blanche, parce qu'il faut essayer de combattre sur sa couleur, sur les cases noires pour les noirs, sans s'affaiblir sur les cases blanches. Alors après dame E7, les blancs ont joué E3, donc vous voyez, chaque joueur établit une structure de pion solide sur sa couleur, les blancs sur la couleur faible, les blancs, ils n'ont pas le fou de case noire, leur couleur faible c'est les cases noires, mais vous voyez qu'ils ont mis tous les pions sur case noire, tous leurs pions, pour vraiment, totalement, essayer de limiter l'influence du fou de case noire de l'adversaire. Et les noirs, ils font pratiquement la même chose, ils mettent tous les pions sur case blanche, ils pourraient même jouer G6 et H5, pour entraver les possibilités du fou de case blanche. Alors les noirs ont joué tour AD8, dame B3, garde un œil sur B7, même si la dame défend, tour E8, on voit que les noirs s'organisent pour la poussée E5. Alors maintenant, le grand maître ukrainien a reculé son fou en G2, et il y a eu fou B8, on libère l'influence de la tour, toujours pour essayer de pousser E5, tour AC1, tour D7, dame C4, tour ED8, cavalier A4, alors ça c'est intéressant parce que le cavalier va lorgner sur deux cases, la case B6 et la case C5. Donc deux cases intéressantes pour le cavalier. Le fou vient en A7 pour contrôler ces deux cases. Le cavalier vient en C5, le fou prend, la dame reprend, et maintenant les noirs ont choisi de pousser E5, d'engager le combat sur les cases noires.
Alors, sur dame prend dame, il faut bien sûr ne pas reprendre du pion, parce que les deux tours prendraient la tour D1, il faudrait reprendre de la tour. Donc, dans la position, après dame prend, les noirs n'ont pas fait dame prend dame, ils ont joué E5, ils engagent le combat sur les cases noires. Alors vous allez me dire, oui, mais les noirs n'ont plus le fou de cases noires, pourquoi avoir la nécessité d'engager le combat sur les cases noires? Eh bien tout simplement parce que les noirs, ils ont un cavalier, eux. Ils n'ont pas le fou de case blanche. Et le cavalier peut combattre sur les deux couleurs, blanc comme noir. Donc l'idée, c'est plutôt d'engager un combat sur la couleur faible des blancs. Et même si les noirs n'ont plus le fou de case noire, ils ont quand même le cavalier. Donc ils vont essayer d'engager le combat sur les cases noires. Seulement la poussée E5, ici, est une erreur. Les noirs, en réalité, ne sont pas bien préparés, ne sont pas bien positionnés pour réaliser ce levier. Il fallait peut-être mieux préparer. Alors, on aurait pu, par exemple, jouer roi F8, ou échanger les dames, jouer d'autres coups, ou essayer de préparer autrement, mais pas jouer E5 tout de suite. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est la faute de la partie ici, la poussée E5. Parce que les blancs ont échangé les dames pour dévier la tour D7. Donc dame prend, tour prend. Puis, ils prennent en E5. Les tours vont s'échanger. Après la prise en E5, la tour noire qui est attaquée va prendre la tour blanche, la tour reprend, et après les noirs récupèrent en E5. Et alors pourquoi je vous dis que les noirs étaient mal préparés pour ça? C'est un peu trouble, parce que après tout, la tour, elle est très bien, elle attaque le pion A5. Le pion C6 bloque correctement l'influence du fou de case blanche. Donc les noirs peuvent en réalité être contents de cette séquence. Mais l'abandon de la colonne D va permettre à la tour d'aller en D8 et de très vite attaquer B7. Et B7, c'est la base de la chaîne de pions A6, C6. Donc tour D8 échec, roi H7, tour B8. Et là, Vitaly Sevouk, qu'il est en train de dire, si tu viens prendre mon pion A5, moi j'éclate toute ta structure de pion. J'éclate B7, C6, A6. Parce que tour prend B7, quand on prend B7, le pion C6 va tomber, et le pion A6 sera facile également à gagner. En plus, sur tour prend A5, tour prend B7, pion C6 est faible, mais on attaque aussi le pion F7. Et vous voyez comment toute la structure de pion des noirs éclate. Les noirs vont perdre plus qu'ils ne vont gagner dans cette séquence. Donc après tour B8, eh bien, le maître indien se rend compte que c'est pas possible pour lui d'aller prendre le pion A5. En tout cas, ça sera trop coûteux. Et donc, il revient en E7. Mais là, c'est s'incliner déjà. C'est s'incliner parce que la tour blanche est offensive, alors que la tour noire, elle, est défensive. Alors, ceci dit, la pression sur B7 est annihilée par la défense de la tour en E7. Il faudra trouver donc d'autres moyens pour attaquer B7. Quels seraient les autres moyens? Vous avez des idées, vous? Eh bien, cherchez un petit peu je sais, c'est pas immédiatement. Immédiatement, on ne peut pas attaquer encore le pion B7 rapidement. Mais on peut avoir des plans, des idées pour augmenter la pression sur B7. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour que vous preniez le temps de réflexion pour savoir comment construire votre évolution dans la durée, à moyen et long terme, pour attaquer B7. Alors j'espère que vous avez eu des idées. Donc pour attaquer B7, on pourrait avoir des idées de fou H3 et de fou C8 pour attaquer 2 fois B7. Ça sera présent d'ailleurs dans la partie, cette thématique. Mais on peut avoir aussi des idées d'infiltration du roi en utilisant les rentrées sur case noire pour arriver jusqu'en B6 et attaquer B7. Et vous savez quoi? Ça sera également présent dans la partie. Donc le pion B7 va être le point critique, la pomme de la discorde ici. On va essayer de détruire B7 pour gagner ensuite A6 et C6 et obtenir des pions passés chez les blancs. Là, on va voir comment ça va se construire, parce que tout ça c'est facile à dire, mais les noirs vont jouer des coups. Ils vont essayer d'entraver tout ça, bien sûr. Donc roi F1, joué par Vitaly Sevouk, qui va essayer de centraliser son roi. Et on sait que le roi pourra utiliser ce chemin pour s'infiltrer à l'aile dame. Bien sûr, quand le roi va essayer de s'infiltrer, il faudra lutter contre les coups de cavalier, comme cavalier G4 par exemple, qui viendrait attaquer F2 et H2 si le roi venait à décoller. Donc, roi G6 a été joué, les noirs tentent d'activer aussi leur roi, ils ne peuvent pas le faire sur la 8e rangée, donc il n'y a que la case G6 pour essayer de rapprocher le roi du centre. Roi E2, et là les noirs jouent roi F5, mais c'est une fausse bonne idée ici. Les noirs veulent s'activer comme le roi blanc, mais c'est une fausse bonne idée. Parce que le roi va se retrouver en effet pris pour cible. Le fou va venir en H3 avec gain de temps, on sait qu'il veut venir en C8 à terme. Bon, j'ai raté un peu ma diagonale, voilà, on sait qu'il veut venir en C8. Et donc il vient en H3 avec gain de temps en attaquant le roi. Et le roi, en fait, ne peut pas se centraliser davantage. Parce que s'il vient en E5, en réalité, il va y avoir une attaque de mat contre lui. La tour peut venir en D8, changer son fusil d'épaule. Le but, ce ne sera plus d'attaquer B7, ça va être de coincer le roi. On coince le roi sur la colonne, le fou coince, et on menace l'enchaînement F4. Vous voyez, on menace F4 échec, et si le roi vient en E4, tour D4 mat. Et on aura maté le roi au centre. Donc, dans la position, après fou H3, eh bien, le maître indien se rend compte qu'il ne peut pas continuer sa centralisation. Il est obligé de
rebrousser chemin et devenir en G6. Ça vous est peut-être arrivé déjà, moi ça m'est arrivé dans des finales de vouloir centraliser le roi et en réalité de le mettre en péril. C'est souvent une bonne idée de centraliser le roi, mais attention lorsque le roi s'approche de la structure de pion adverse. Parce qu'il peut y avoir des collaborations offensives entre des pions qui vont contrôler par exemple les cases noires, le fou qui va contrôler les cases blanches, si une autre pièce s'associe, ça peut très vite donner un mat, même s'il n'y a pas de dame sur l'échiquier. Donc le roi rebrousse chemin, c'est ce que je vous avais dit, il vient en G6. Et là, les blancs jouent F3. C'est pour lutter contre le coup cavalier E4, par exemple. Et puis, en F3, le pion pourra aussi venir en E4, pour essayer de contrôler la case D5, même si je n'ignore pas qu'il y a un vis-à-vis tour roi ici. Le cavalier a été en E8. Et là, il faut comprendre que c'est pour lutter contre fou C8. Si les blancs jouent fou C8 en se disant chouette, on attaque deux fois, en réalité, le cavalier revient en D6, protège une deuxième fois avec la tour et attaque le fou. Donc cavalier E8 est joué. Les blancs jouent E4. Le cavalier vient en D6, protège B7, contrôle C8. Mais là, les blancs vont jouer tour D8. Ils vont déstabiliser le cavalier de cette case. Le cavalier vient en B5. Et le roi continue sa centralisation. Tour C7, roi C4, c'est incroyable. C'est incroyable comment le roi rentre comme dans du beurre. Roi F6, roi C5, roi E7 attaque la tour qui s'est décalée en G8, attaque le pion. Roi F6, F4, parce que les blancs, ici, il ne faut pas oublier qu'ils ont une majorité de pions, ils ont 4 contre 3. Si la majorité noire de 3 contre 2 à l'aile dame est handicapée, celle des blancs, elle, est totalement saine. Et donc là, après F4, on va pouvoir jouer E5, attaquer le roi, et on aura une chaîne de pions sur case noire avec un fou qui contrôle les cases blanches. C'est une très belle coordination. Les noirs jouent tour E7, E5 échec, le roi vient en G6, et tour D8. Et vous savez quoi? Le maître indien avec les noirs abandonne. Il abandonne ici alors qu'il n'y a pas eu de perte matérielle. Enfin, pas encore. Parce qu'en réalité, que peuvent jouer les noirs? Les blancs, vous comprenez, ils vont chercher à jouer tour D7. C'est le plan des blancs. C'est après tour D8, ils cherchent à jouer tour D7 ici. Parce que ça attaquera la tour, et si la tour se décale, on gagne B7. Si on gagne B7, on va gagner C6. Et A6 assez rapidement. Et si la tour noire prend, on va reprendre du fou. Et comment les noirs vont tenir B7? Ils peuvent pas. Il va y avoir fou C8, roi B6, on va détruire B7, A6, C6, et le pion A va filer à dame. Donc, après tour D8, les blancs veulent jouer tour D7. C'est pas facile d'empêcher ça, en réalité. Que peut faire le roi noir? Il est entravé, les pions contrôlent les cases noires, le fou contrôle les cases blanches, le cavalier, il n'a pas vraiment de cases, en tout cas il ne pourra pas éviter que tour D7 arrive. Alors le seul coup peut-être pour éviter tour D7, ça serait de jouer F5, pour entraver le fou, pour qu'il ne contrôle pas la case D7. Et on pourrait se dire, bon, bah, les blancs peuvent faire la prise en passant, sur F5 il faut connaître la possibilité de faire la prise en passant. Mais en réalité, après F5, le pion F5 est situé sur case blanche, et donc ça devient une faiblesse. On pourrait jouer tour F8, l'attaquer deux fois. Et je ne crois pas que les noirs soient en mesure de défendre le pion F5. Et si le pion F5 est pris, ça fait échec au roi, et puis ça n'empêchera pas que le pion B7 va ensuite tomber, parce que la tour pourra revenir, le fou pourra revenir, le roi pourra revenir, et le pion B7 va être de toute façon tombé dans la partie. Alors regardons ce que ça donne au niveau du classement de ce tournoi des maîtres. Eh bien, 3 Ukrainiens en tête. Enfin, ils sont 4 joueurs à 3 points. Donc 4 joueurs en tête, dont 3 Ukrainiens. Eh bien, Vitaly Sivuk, dont on a vu les 3 premières parties, mais également Yuri Solodovnichenko. Alors lui, il va falloir que je m'entraîne à prononcer son nom. Et également Maître Yulia Osmak. Donc 3 joueurs ukrainiens avec Piotr Sabouk qui arrive à s'insérer dans ce quatuor de tête. Donc ça va être difficile quand même d'empêcher les Ukrainiens de gagner le tournoi des maîtres. Dans le tournoi de l'Accession, vous savez que le Festival international d'échecs de La Plagne, il a 3 tournois. Le tournoi des maîtres, le tournoi A, le tournoi de l'Accession, le tournoi B et le tournoi des joueurs amateurs, le tournoi C. Alors, Asef Alashtar est en tête, suivi de Rotela Sadbav, un jeune joueur indien, Lubin Pitaval, Arthur Despierres et Mathias Delaplace. Alors, regardons ce que ça donne dans le tournoi amateur. 7 joueurs se partagent la première place avec 3 points. Eric Massalimov, François Merlet, Timothy Defix, Anubat, Michael Lee, Guillaume Lambert-Ouharo et Lorna Détraz. Eh bien, ça va être serré pour ce tournoi amateur. On va suivre cette évolution. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me laisser des commentaires ou des pouces, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!